Bonjour, bienvenue à ces travaux de pratique sur la conception d'une antenne patch de forme rectangulaire utilisant le logiciel HFSS dans sa version 13. Donc je rappelle que c'est une vidéo qui entre dans le cadre d'une formation à distance. Donc, avant de parler de l'antenne patch rectangulaire que nous allons concevoir et simuler par la suite, j'aime bien présenter en quelque sorte l'objectif de cette vidéo, c'est de développer et de vous montrer les différents aspects de mise en œuvre d'un projet de conception d'une antenne patch rectangulaire depuis le dessin jusqu'à l'exécution et jusqu'à la présentation des différents résultats de simulation concernant l'antenne. Bien évidemment, on va juste présenter le coefficient de réflexion qui est un paramètre très important, également le gain dans sa représentation 3D, mais il y a la possibilité d'utiliser une représentation spatiale du champ électrique, du champ magnétique, de la puissance, de la directivité. Vraiment, toutes les caractéristiques des antennes, on peut les présenter par ce logiciel. Donc, les menus et les projets présentés dans cette vidéo, comme j'ai souligné, sont réalisés dans la version 13 de logiciel HFSS, qui est la contraction de High Frequency Structure Simulation. Donc, le logiciel HFSS, je vais essayer de parler brièvement de ce logiciel par la suite. Donc, pourquoi on va faire de la simulation? Je crois que le fait de simuler une structure avec un logiciel qui est connu et qui est fiable, ça permet de se rapprocher du cas pratique. Comme ça, on peut, on va dire, lorsqu'on veut faire une réalisation, on a quand même une idée sur, on va dire, les paramètres géométriques et les paramètres électriques de cette antenne. Donc la structure que nous allons simuler, et tout d'abord nous allons concevoir, c'est une antenne patch rectangulaire qui est formée essentiellement par un plan de masse, un métal, sur lequel est déposé un substrat. C'est un diélectrique de permittivité epsilon R, et sur ce substrat, nous allons déposer un élément rayonnant. Bon, parfois on l'appelle patch, parfois on appelle toute l'antenne une antenne patch. Et bien évidemment, cette antenne patch, elle est reliée à une ligne d'alimentation, c'est-à-dire on va essayer d'alimenter l'élément rayonnant pour que l'antenne puisse rayonner et pour que l'antenne puisse jouer le rôle vraiment d'un élément rayonnant. Et donc, on a discuté dans la séance ou bien dans la vidéo sur les antennes patch qu'il y a 4 techniques d'alimentation, mais les deux qui sont très utilisées, c'est la ligne micro-ruban et, on va dire, le câble coaxial. Bon, ici, on va choisir le cas le plus simple, c'est le cas d'une alimentation par une ligne micro-ruban. Donc, une vue du haut, de dessus de l'antenne, on voit juste le substrat et l'élément rayonnant et la ligne. Donc, l'élément rayonnant ou le patch, il est caractérisé par sa longueur L, sa largeur W, alors que le substrat, il est caractérisé par sa permittivité et également sa hauteur, les tangentes de perte, etc. Je crois que toutes les informations sur le substrat ont été
on va dire, dévoilé dans la vidéo, pourtant sur les antennes patch. Ben, il est très important, très important de fixer un référentiel d'étude. Parce que lorsqu'on passe dans la phase de la conception par le logiciel HFSS, la structure que nous allons concevoir, on va la concevoir par rapport à une référence, par rapport à un repère OX, Y, Z. Donc, le plan XY est réservé au plan de l'antenne, au plan de l'élément patch. Donc, XY, ça traduit, on va dire, les directions positives. Et X', Y', ça traduit les côtés négatifs. Et le centre, c'est le centre. Et le milieu, l'intersection des deux axes, c'est le centre. C'est-à-dire dans le logiciel HFSS, donc ce n'est pas la peine que chaque fois on va revenir en arrière vers cette présentation. Dans le logiciel, nous allons rencontrer des dimensions et des positions. Les dimensions, ce sont des dimensions en termes de longueur, en termes de largeur, en termes de hauteur, en termes d'autre chose. La position, il faut se méfier. Lorsque je parle d'une position W, donc par rapport à cette origine, par rapport à cette origine, c'est-à-dire que W, ça va varier entre ce point-là et ce point-là. Pour le L, ça varie entre ce point-là et ce point-là. Il faut faire la projection par rapport à ce repère O, X, Y, Z. Bon, pour le L et le oméga, il n'y a pas de projection par rapport à Z parce que c'est un plan. Alors si je prends par exemple la hauteur, on va voir qu'il a une projection par rapport à Z. Mais faites attention, c'est que l'élément rayonnant, il a une certaine hauteur. Donc même l'élément rayonnant, on va faire une projection par rapport à Z. Le substrat également. Le plan de masse également. Donc si vous prenez un petit peu, si vous faites une vue globale sur l'antenne, vous allez voir que l'antenne ou l'élément patch, c'est un élément sous forme d'un volume. Le substrat, c'est un volume. Le plan de masse, c'est un volume. D'accord? C'est-à-dire que on va essayer de placer dans le logiciel les différentes positions, X, Y, Z, positions et les dimensions de tous les éléments de cette antenne. Donc, gardez bien ce schéma devant vos yeux. Donc, je répète, ça c'est un centre de l'antenne par rapport à laquelle on va essayer de donner les positions de n'importe quel élément, et bien évidemment, et on va dire les dimensions, ce sont des dimensions on va dire, qui sont claires. C'est une largeur, c'est une longueur, c'est une hauteur, etc. Si je prends l'autre vue, la vue latérale, je vois un petit peu une trace de la ligne micro-ruban, l'antenne l'élément rayonnant patch, le substrat, avec ces deux paramètres, le plan de masse. Donc, regardez bien, si je prends les dimensions, l'épaisseur de l'antenne, ces dimensions, les épaisseurs de la ligne, la même que celle de l'élément rayonnant, la même que celle du plan de masse, c'est une épaisseur de 0,05 mm, la hauteur de 1,5 mm. Bon, il y a vraiment une théorie qui est très importante, la théorie de ligne, qui a été présentée à travers les différentes relations dans la vidéo relative aux antennes patch. Il faut quand même essayer de revenir vers cette vidéo et de noter ces différentes relations pour pouvoir trouver tous les paramètres ici. Donc, maintenant, passons en coordonnées, ce qu'on appelle les positions, par rapport à cet axe-là qui est l'axe de référence. D'accord? Par rapport à l'axe de référence. Donc, si je prends cet axe de référence, si je m'intéresse à l'axe Z, donc
Ligne micro-ruban, il a une position de 0,05 mm par rapport à Z. D'accord? Là, je m'intéresse qu'à par rapport à Z. Il faut quand même faire la projection par rapport à X, par rapport à Y dans la vue, on va dire, du haut. Et la hauteur, on va dire, la hauteur, c'est une position, on va dire, que vous voyez, c'est moins 1,5 jusqu'à 0. Et le plan de masse, sa position par rapport à l'axe Z, c'est moins 1,55 mm, c'est-à-dire la hauteur plus cette épaisseur, mais dans le sens négatif. D'accord? Donc là, il faut noter ça dans un papier, parce que par la suite, lorsqu'on remplit les champs ou les tableaux dans le logiciel, tout ce que je vais remplir et les justifier à partir de ces données qui figurent sur, on va dire, les deux schémas précédents. Maintenant, si on veut déterminer les deux dimensions principales de l'élément rayonnant qui sont la largeur et la longueur, vous avez ici un lien très important. Vous tapez ce lien, voilà la page qui s'affiche. Cliquez sur Tutorials and Tools, passez à une deuxième page, allez vers MicroStrip Patch Antenna Calculator, cliquez sur cette partie-là et par la suite, cette fenêtre s'ouvre et ça va vous aider à déterminer la longueur, la largeur de l'élément rayonnant pour une structure rectangulaire. Mais ça demande, on va dire, la connaissance de trois données principales. La permittivité diélectrique, et là où nous avons déjà parlé dans le cours sur les antennes patch, sur le choix des substrats. Deuxième chose, c'est la hauteur de substrat du diélectrique, elle est en millimètres. Et la troisième information, c'est ce qu'on appelle la fréquence de résonance. Donc, qui dit fréquence de résonance dit domaine d'application. C'est-à-dire que on va faire la conception et pourquoi pas la réalisation, mais on vise une certaine application. Bon, ici, nous visons une fréquence 2,4 giga qui est une certaine application. WiMAX probablement ou une application. D'accord? Donc, une fois que on saisit les trois données, c'est-à-dire que dans notre cahier de charge, je crois que les premiers éléments à fixer, ce sont epsilon r, hauteur du substrat, la fréquence. Donc, une fois que nous fixons ces trois données, on applique ou bien on clique sur synthétiser. On clique sur le bouton et on trouve une longueur et une largeur. Et si vous voulez bien faire, allez prenez les expressions de L et oméga, ce sont des relations, et essayez de placer dans ces équations ces valeurs, epsilon r, 1,5 et 2,4, vous allez trouver exactement la longueur et la largeur de votre antenne. Bon, gardez que les dimensions de notre antenne, c'est en millimètres. Nous allons voir ça dans la phase de la simulation ou bien de la conception. Donc, pour simplifier, on va supposer que le plan de masse et le substrat ont les mêmes dimensions. C'est ce qu'on appelle le cas d'un plan de masse total. N'empêche qu'on peut trouver des plans de masse partiels.
c'est-à-dire un plan de masse qui n'a pas les mêmes dimensions que le substrat. D'accord? Bon, ici, une autre hypothèse, c'est une structure carrée. Bon, dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Surtout, on va voir avec les structures, on va dire réseau, c'est que c'est dans la majorité des cas, on se retrouve avec des structures, bon, plusieurs éléments avec des tailles, ça veut dire pas forcément que le plan de masse est de forme carrée. Mais non, ici, on va juste dire que c'est notre première utilisation du logiciel HFSS. On va essayer de travailler avec ces deux, hein, on va dire, ces deux structures géométriques de même taille géométrique. Donc, avant de se lancer dans les phases, je rappelle que le logiciel HFSS, qui est la contraction de High Frequency Structure Simulator, c'est un logiciel commercial de la firme ou de la société américaine, on va dire, si je ne me trompe pas, Ansoft. D'accord? C'est un logiciel qui calcule les champs électromagnétiques dans le domaine fréquentiel et permet d'analyser le comportement électronique d'une structure pour analyser ce comportement d'une manière, on va dire, pour l'analyser. Je crois que on ne peut pas dire plus que ça, plus que ce que nous avons dit, mais c'est un logiciel, on va dire, qui a donné des résultats satisfaisants en faisant la comparaison avec les résultats de simulation et le résultat de l'expérimentation. Donc c'est un logiciel qu'on peut utiliser pour la conception et la simulation de plusieurs, on va dire, circuits, savoir les antennes, les réseaux d'antennes, les circuits RF, les filtres, les connecteurs, les boîtiers, etc. Donc, il faut dire que avant d'utiliser un logiciel, il faut toujours se demander la question suivante. Sur quelle méthode numérique est basé ce logiciel? C'est vrai que dans le cours sur les antennes patch, j'ai essayé de rappeler, on va dire brièvement, les méthodes électromagnétiques, les méthodes numériques. On a parlé d'une méthode de moment, une différence finie, des éléments finis, des volumes finis. Donc ça, c'est l'occasion de dire que le logiciel HFSS utilise la méthode des éléments finis. Bon, parfois, on appelle ça l'analyse par éléments finis. Donc, c'est une, on va dire, technique numérique pour trouver des solutions par approximation des équations aux dérivées partielles, ainsi que des équations intégrales. D'accord? Donc, on peut, on va dire, décrire brièvement du principe de la méthode. C'est une méthode qui consiste à diviser l'espace d'étude en un grand nombre de petites régions, c'est ce qu'on appelle les tétraèdres, puis à calculer localement le champ électromagnétique dans chaque élément. Donc les étapes de cette méthode, c'est la discrétisation des éléments finis de la région de résolution, la discrétisation des équations pour chaque élément et l'assemblage de tous les éléments dans la région de résolution et puis la résolution du système d'équations. Donc je rappelle que ces méthodes-là, on va dire, ce sont des méthodes qui sont utilisées par des chercheurs. Et nous, notre but, c'est pas de présenter ces méthodes, mais de rappeler brièvement cette méthode. Et comme ça, lorsqu'on manipule un logiciel, au moins nous avons une idée sur la méthode utilisée par ce
logiciel. Donc, lorsqu'on ouvre un projet en HFSS, d'accord? C'est-à-dire un projet de conception d'une antenne, ici le cas d'une antenne patch rectangulaire. Donc ça nous permet de, on va dire, de poser des questions, comment créer, comment simuler, comment analyser cette antenne en utilisant l'environnement de conception d'un soft HFSS. Donc les principales étapes de design ou de conception d'une antenne patch sont illustrées, enfin pas d'une antenne mais d'une manière générale de HFSS, sont illustrées sur, on va dire, l'organigramme suivant. D'accord? Donc vous avez le design, les types de solutions, le modèle de paramètres à utiliser, c'est-à-dire le choix de la géométrie du matériel, l'analyse que nous allons faire, fixation de fréquence, de bande de fréquence, la fréquence min, fréquence max, le pas, et les résultats, que ce soit en termes de dimension de D, 3D, les champs, etc. Donc ça résume en quelque sorte, on va dire, les étapes que nous allons suivre pour se ramener finalement à un modèle ou bien à des résultats de simulation qui peuvent nous aider dans la réalisation d'un prototype d'antenne patch rectangulaire. Donc là, vous avez ici devant vous une page, un projet, d'accord, un projet HFSS, et vous avez des régions, d'accord. Donc on commence par le manager de projet. Il contient un arbre. Donc il contient un arbre de conception qui énumère la structure du projet. Donc si je passe faire fenêtre de propriété, ça c'est une partie pour les affichages et permet éventuellement de changer les paramètres des attributs du modèle. Si je passe à manager des messages, manager de messages, ça permet d'afficher, on va dire, tous les erreurs. Donc ici, si jamais vous avez des erreurs, ça va s'afficher ici. Donc tous les erreurs avant de commencer la simulation. Donc la barre d'outils. Donc la barre d'outils, ça contient, on va dire, tous les outils dont on a besoin pour faire la conception. Donc des formes géométriques différentes, en passage des plans, des structures de tailles différentes, etc. Donc là, c'est vraiment c'est une barre très riche. Et puis, je passe à la fenêtre de 3D Modeler, c'est là. Ça affiche les progressions de la solution, les étapes de conception, en plaçant le plan de masse, en plaçant après, pas forcément dans l'ordre, d'accord? C'est-à-dire, je peux commencer par le substrat, je peux commencer par le plan de masse, il suffit que j'ai noté, il suffit que j'ai noté, je dois noter toutes les, on va dire, toutes les données géométriques et électriques de l'antenne. Et puis, fenêtre de progression, ça affiche, ça lors de l'exécution, ça affiche une barre rouge qui, on va dire, qui décrit la phase de l'exécution. Bon, c'est vrai que l'exécution, ça prend un petit peu du temps parce que vraiment, il y a un maillage qui se fait, il y a une discrétisation qui se fait, il y a une résolution des équations. C'est pas évident. On a l'air que le logiciel, il fait un travail simple, mais derrière ce logiciel, derrière cette interface qui nous paraît, on va dire, très belle interface, il y a quand même un travail de simulation derrière et il y a vraiment une théorie de base qui est basée sur ça pour pouvoir nous donner finalement des courbes. Donc voilà la fenêtre principale du logiciel HFS.
Donc, comment commencer HFSS? Donc, on peut directement aller sur l'icône. D'accord? On peut aller directement sur l'icône. Sinon, on peut aller vers ici, nouveau, raccourci, parcourir, aller vers le C, c'est là où nous avons installé notre logiciel C. Voilà. Allez probablement faire le programme 86. Voilà, un soft. Voilà. HFS 30. Et chercher, 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 chercher jusqu'à trouver l'icône du HFSS. Voilà. Mettez OK. OK. Suivant. Terminé. Et voilà. Elle est là. Bon, j'ai déjà une. Donc, voilà. On lance le HFSS, la version 13. Et on ouvre un nouveau projet. Donc, lorsqu'on ouvre HFSS version 13, par défaut, un projet est énuméré dans l'arbre de projet. Il est appelé par défaut Project 1. Donc, si pour deux raisons ou pour d'autres, il vaut mieux de sauvegarder le projet dès le départ. Donc, la sauvegarde, vous la connaissez parfaitement, c'est Save As. Ça permet de mettre le projet dans la direction, on va dire, désirée. Donc, la première chose à faire, on va aller chercher cette icône. Soit il apparaît sur l'interface, sur la barre d'outils, soit il faut aller vers Project, Insert HFSS Design, et comme ça va vous afficher cette nouvelle page. Avant de lancer cette commande, normalement il y a une page qui est grise, une couleur grise claire, et lorsque je mets Insert HFSS, ça nous donne ce repère. Et par rapport à ce repère que nous allons essayer de placer les éléments. Hein, les éléments. C'est-à-dire, on va placer les éléments autour de ce repère-là. D'accord? C'est pour cela que j'ai insisté. Vous pouvez le décaler, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais on va s'orienter par rapport à ce repère-là. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté avant les axes X, les axes Y, les axes C, et ça, c'est le centre. Donc, la première chose à faire, c'est Insert HFSS Design, ouvrir ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la page de Modeler. C'est une fenêtre qui apparaît à la droite du projet Manager. Donc, la phase suivante, c'est le choix de la solution. Donc, il existe trois types de solutions. D'accord? Trois types de solutions. Le driver model, c'est pour calculer les paramètres S dont nous aurons besoin. Paramètres S, c'est-à-dire les coefficients de réflexion, le coefficient de transmission. Driven terminal. D'accord? Et l'eigenmode, chaque solution est dédiée pour une application ou bien pour des applications précises. Mais nous, puisqu'on s'intéresse à l'antenne, aux coefficients de réflexion, on va choisir le driven model. D'accord? Donc là, il faut la noter, c'est quelque chose de très très important. C'est ça ce que nous allons utiliser. Pourquoi? Parce qu'on va calculer les paramètres S par la suite. Bon, donc je commence. D'accord? Donc pour créer une géométrie ou un modèle, il est nécessaire d'insérer un nouveau projet qui apparaît automatiquement sur la fenêtre Project Manager. D'accord? Donc là, je commence la phase de la conception. Donc, la première chose à faire, deuxième chose à faire, c'est le choix du type de solution. Donc, aller vers HFSS.
Solution Type, et vous avez des solutions. Tapez, par défaut, c'est Driven Model. Tapez sur OK. D'accord? Donc, je précise, puisque c'est affiché Driven Model, donc le type Driven Model va nous permettre de calculer, comme j'ai dit, les paramètres S. Paramètres S, c'est-à-dire ce sont les paramètres de transmission et de réflexion, mais ici on s'intéresse plutôt, dans le cas de l'antenne, aux paramètres, on va dire, de réflexion. Donc ça permet de calculer les paramètres S, et c'est pas ça la particularité. Hein. Les paramètres S de mode des structures passives haute fréquence. Par exemple, les lignes ou les micro-rubans, également les guides d'onde, également les lignes de transmission qui sont excitées par, on va dire, une source. Donc ça, on va dire, c'est le choix de solution porte sur le Driven Model. D'accord? Donc vous avez ouvert votre nouveau projet, allez-y vers Solution Type. Par défaut, c'est coché. Appuyez sur OK et passez au choix des unités. Donc, si vous prenez un petit peu les premiers slides, vous avez vu des paramètres ou des données qui sont en millimètres. Donc ici, on va dire que l'unité, ça va nous aider par la suite. Lorsque je tape 15, ben, le logiciel va la considérer comme 15 mm. D'accord? Donc, unit, c'est très important. Donc, une fois que je clique sur unit, ça va s'afficher et vous pouvez changer si vous voulez changer, travailler avec des structures, on va dire, des tailles un peu grandes, vous changez vers le centimètre ou comme vous voulez. D'accord? Donc, c'est la boîte de dialogue des unités du modèle. Donc, ici, dans notre cas, on va utiliser les unités millimètres. Hein? Donc, la première chose maintenant, on va dire la première création à faire, c'est créer le substrat. On peut créer le plan de masse en premier lieu, on peut créer comme on veut, mais là, notre choix s'est porté sur la création du substrat. C'est le diélectrique. Donc, pour dessiner le substrat, vous allez trouver ici sur, on va dire, la liste, sur la barre d'outils, c'est ça la barre d'outils, vous allez trouver des formes géométriques. Allez-y, prenez cette forme, on va dire, cubique, ce qu'on appelle les box. Donc, lorsque vous appuyez sur box, il y a une structure qui va s'afficher ici, dans la page. D'accord? Bon, c'est un box, on va dire, qui est quelconque. D'accord? Mais notre substrat, il possède des caractéristiques, que ce soit géométriques, que ce soit électriques. C'est-à-dire, il possède une hauteur et des dimensions, longueur, largeur. Et comme nous avons dit que la longueur égale à la largeur égale à 60 mm, d'accord? Donc, on va dire que ce substrat, tout d'abord, c'est une structure, on va dire, volumique et caractérisée par des paramètres géométriques et également par, on va dire, sa permittivité électrique ou bien diélectrique. C'est-à-dire, comment savoir la permittivité? Ça dépend du choix de votre substrat. Il y a l'époxy, il y a le rogère, il y a beaucoup de matières. On va dire que notre choix va se porter sur une matière qui possède une permittivité de 4,4. Donc, une fois que nous avons tracé cette structure, je répète que c'est une structure quelconque, mais il faut quand même
donner à sa structure toutes les caractéristiques géométriques, également le nom. Ben, si je laisse le nom comme ça, box 1, c'est ça le nom par défaut. Ben, si je laisse le nom comme ça, je risque de perdre lorsqu'on a plusieurs, on va dire, éléments ici. Donc, il vaut mieux de cliquer 2 fois sur le box 1, et vous allez voir cette fenêtre-là. Appuyez sur box 1 et changez le nom. D'accord? Mettez par exemple substrat. Allez vers le matériel, cliquez sur le matériel, vous allez trouver quelques matières ou bien vous faites Edit. Ça permet de vous présenter tous les substrats. Choisissez ce que vous voulez. Ici, je crois que le 4,4, c'est pour l'époxy. Par la suite, voilà, ici j'ai laissé on va dire l'écriture ou bien en anglais, box 1, substrate, vacuum, c'est FR4 époxy. Par la suite, j'ai terminé avec, on va dire, la forme et le substrat, enfin, je parle de permittivité, je vais passer à la forme géométrique. Comment? Je vais cliquer 2 fois sur Create Box. D'accord? Je clique 2 fois sur Create Box. Enfin, je crois que c'est une, ça fait partie de Box 1. Et là, voilà, la position par rapport à l'origine, moins 30 de ce côté, gauche et moins 30 du côté droite, ça va nous donner 60. Et la taille, il n'y a pas de changement de taille. D'accord? Il n'y a pas de changement de la taille puisque c'est 60 mm et 1,5 mm. Et j'appuie sur OK. Je passe au deuxième élément, c'est le plan de masse, c'est du métal. Je trouve le plan de masse, je clique toujours sur cette forme géométrique volumique dans la barre d'outils. Voilà, par exemple, je clique comme ça. Par défaut, il va nous donner un nom toujours box 1 parce que le box précédent a été changé par FR4 Epoxy. Je vais faire la même chose. Je clique 2 fois. Je change box 1 par le plan de masse, Gerold Plane, et le milieu par Copper. D'accord? Vous pouvez choisir ce que vous voulez parce que c'est de la simulation. Mais il faut être quand même logique dans le choix. Donc, une fois que je fais ça, je vais passer vers Create Box et je vais cliquer 2 fois et je vais donner les dimensions. Toujours les mêmes dimensions, 60, 60, mais l'épaisseur, c'est 0,05 et les positions, c'est par rapport au repère. Et j'appuie sur OK. Créer maintenant le troisième élément qui est le patch. C'est toujours une structure volumique. C'est toujours, par défaut, il va nous donner box 1. Je clique 2 fois sur le box 1 et non pas sur le vacuum, sur le box 1. Il faut convertir ce plus en moins. Comme ça va afficher l'arborescence de box 1. Donc, la même chose, cliquez 2 fois sur box 1, changez le nom par patch et juste après, on va dire sur la même arbre, essayez de passer à toujours changer le milieu par copper. C'est la même nature que le plan de masse. Et là, regardez bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé le nom, j'ai changé la matière. Et là, Edit, on peut appuyer sur Edit pour donner des couleurs un petit peu claires. Il faut quand même mettre des couleurs différentes.
plan de masse une couleur un petit peu foncée, substrat une couleur, on va dire, claire, etc. Donc, Edit, ça permet d'afficher toutes les couleurs. Ici, le 0, c'est le niveau d'éclairage, de transparence. D'accord? Vous allez appuyer et vous allez, on va dire, faire déplacer un curseur pour augmenter ou diminuer votre luminosité ou bien l'éclairage de votre écran, de votre plutôt structure. Par la suite, OK. Voilà, je passe maintenant à Create, Box, voilà, et je place les positions et les dimensions. Donc, tout ça, les négatifs, ce sont des positions. Hein, et bien évidemment, ici, ce sont les vrais paramètres géométriques. D'accord? Si vous prenez X-size, vous allez trouver c'est 29. Ça, on a déjà trouvé ça. OK. Créer l'alimentation, c'est toujours la ligne micro-ruban. C'est toujours la même forme, c'est un volume. Voilà, c'est toujours comme ça. Par défaut, il y a un nom box 1. Allez vers le box 1, cliquez 2 fois. Changez le nom. Box par feed, alimentation. Cliquez 2 fois. Donnez la position et la taille géométrique. D'accord? Il y a deux choses à faire. Changez le nom. Placez les paramètres si c'est quelque chose de matière diélectrique, choisissez la matière. Si c'est du métal, choisissez la matière. Donc, box 1, c'est pour la matière et pour le nom. Et la deuxième chose, c'est pour les dimensions géométriques. Voilà. Voilà la dimension. Par exemple, la taille, c'est 19 mm, 2 mm par rapport à Y. Et alors que ça, c'est la position. Ce sont les positions. Bon, maintenant, on n'a pas choisi la matière avec laquelle on va faire l'alimentation. Pourquoi? Parce que normalement, l'alimentation et l'élément rayonnant, ils ont la même matière. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer avec le bouton droit. On ne va pas cliquer. On va juste essayer de sélectionner le patch. Vous maintenez la touche contrôle sur Feed, c'est-à-dire vous allez sélectionner les deux en parallèle. D'accord? Vous allez sélectionner les deux en parallèle et vous allez aller vers Unit, c'est-à-dire unifier les deux. Ben, si vous ne trouvez pas une unit ici, vous allez les trouver dans le modelaire boolien unit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fusionné les deux en termes de matière. Là, vous constatez que j'ai un petit peu dépassé les limites. Ça veut dire que je suis entré dans le métal, dans l'élément rayonnant, pour éviter les discontinuités entre l'élément et la ligne. D'accord? Donc voilà. Regardez bien, là vous avez des touches ici, vous pouvez changer un petit peu sur le zoom, augmenter et diminuer un petit peu pour avoir une visibilité claire. Également, vous pouvez aller vers pour faire des rotations, pour voir un petit peu le bas, le haut, etc. Là, vous avez des qui n'apparaissent pas ici, des trucs on va dire, de rotation, etc. Donc, lorsque vous avez appuyé par le truc de contrôle sur l'élément rayonnant, ou bien le patch et la ligne, et vous avez mis Unit, voilà, vous avez une seule structure de même couleur, donc il y a une continuité, c'est la même matière, d'accord? Donc c'est de la même matière, et comme ça nous permet de rassurer qu'il y a une continuité entre la ligne et l'élément rayonnant. Par la suite, il faut, on va dire, placer
l'espace ou le port d'excitation. Donc c'est dans cet espace-là. Il faut juste changer comme ça. Par ces boutons-là, ça permet de changer, de faire des rotations, etc. D'accord? Ici, ça permet de faire des rotations. Ici, c'est pour agrandir, réduire, etc. D'accord? Donc là, essayez de faire une rotation de telle sorte pour pouvoir avoir une visibilité claire sur la région où vous allez appliquer votre port d'excitation. C'est là où vous allez appliquer l'excitation. Vous allez l'appliquer sur la ligne et la ligne va alimenter l'élément et l'élément va rayonner. Et c'est ça le rôle de l'antenne. Sinon, ça reste une antenne passive. D'accord? Tant qu'elle n'a pas reçu de puissance d'une source, comment vous voulez que cette antenne puisse réagir et puisse rayonner. Alors là, le port d'excitation, il faut le placer ici. Ah, pour bien se positionner dans cette vue de port, allez-y vers le plan qui était affiché XY et vous le changez avec le plan YZ pour pouvoir bien placer votre port. Par la suite, on doit placer le port. Maintenant, il suffit juste de cliquer sur le bouton rectangle qui est situé dans toujours la barre ultimée à droite, de ce côté-là. Donc voilà, je fais comme ça une forme quelconque. C'est un rectangle, mais c'est une forme de dimension quelconque. Et là, je dois cliquer toujours sur le rectangle, c'est-à-dire c'est Create Rectangle, et je donne les dimensions, c'est uniquement Y et Z, parce que c'est dans le plan YZ. C'est pour cela que j'ai dit il faut se placer dans le plan YZ pour avoir il faut se débarrasser de X parce que vraiment X n'a aucun intérêt pour nous. Et placer ces données-là, ces positions-là, et appuyer sur le bouton OK. D'accord? Voilà le petit rectangle avec ses dimensions. Par la suite, placez le curseur, ne cliquez pas, juste placez le curseur ici, placez le curseur, vous allez voir que la couleur change. Allez vers le bouton droit, mettez Scene Excitation, Lamped Port, d'accord? Lamped Port, appuyez sur ça. Cette fenêtre va s'afficher. Donc, résistance 50 ohms, il n'y a pas de partie imaginaire. Dans le nom 1, mettez suivant. Ça va s'afficher cette nouvelle fenêtre. Changez le nom par New Line. D'accord? Et appuyez sur suivant. Ça va vous donner cette nouvelle fenêtre. Mettez suivant. D'accord? Vous aurez une petite pointe comme celle-là en bas. Il faut qu'il soit sur cette ligne-là. Ici, au centre. Vous allez la faire glisser doucement, doucement, doucement jusqu'à cette ligne, ce point-là. D'accord? Vous allez glisser la pointe de flèche du bas du cadre vers le haut. D'accord? Faites attention, ça c'est quelque chose de très important. Sinon, vous aurez des erreurs. D'accord? Donc, glissez doucement cette pointe de flèche, doucement, vous la faites glisser en haut jusqu'à la dernière position, enfin la limite ici. Et par la suite, voilà les deux pointes que vous allez voir, les deux pointes. Celle-là, ce sera ici. Bon, les deux ont été glissés.
Celle-là, ça sera ici. Vous allez la faire glisser. Ça va vous donner celle-là. C'est une flèche. Hein, vous allez voir une flèche. Appuyez sur suivant. D'accord? Et on va rien toucher ici. Appliquer sur terminer. D'accord? Et vous n'allez pas voir ça. Attention. Vous allez partir vers excitation sur 1. Appuyez. Vous allez voir cette nouvelle forme. Hein, ce port d'excitation. D'accord? Donc, le passage du slide précédent vers le slide suivant, ça ne va pas donner ça, ces formes, ces motifs. Non, il faut appuyer sur excitation pour faire apparaître le 1 et de là, vous allez voir ces formes. D'accord? Donc, allez faire HVC Design, excitation sur 1 et ça va vous afficher ça. D'accord? C'est clair? HFSS Design, Excitations, 1 et cette couleur ou ces motifs vont apparaître. Créer le box. Bon, le box, c'est le milieu dans lequel on va étudier le rayonnement de l'antenne. C'est une cage extérieure, parce qu'on ne peut pas étudier le rayonnement comme ça dans un milieu illimité. D'accord? Donc, sur HFSS, notre milieu d'étude dans lequel nous allons étudier le rayonnement, c'est un box extérieur, c'est un volume extérieur. Ben, toute la structure elle est à l'intérieur, mais cette boîte, il a des dimensions, on va dire, un petit peu qui dépassent les dimensions de l'antenne. Comme ça, c'est comme on va faire l'étude des caractéristiques de rayonnement à l'intérieur de ce boîtier ou de cette boîte ou de ce box. Donc pour cela, la même procédure, box tracer une forme comme ça, box 1, create box, changer le nom, cliquez 2 fois sur le box 1, changer le nom, donner rad boundary, le matériel CLR, si vous connaissez le milieu, il faut juste taper R, il va s'afficher, sinon allez chercher sur la liste, et là, édite les couleurs, et là, c'est, on va dire, l'éclairage, ou bien, comme j'ai dit, ça c'est juste comment on appelle ça, l'éclairage peut-être, ou le degré de luminosité, tout simplement. Et puis appuyez sur OK. Reste une chose, c'est les dimensions. Allez vers Create Box et faites les dimensions qui vont dépasser largement celles de tous les éléments. D'accord? Voilà. Et puis mettez OK. Voilà. Voilà le cadre, le truc en bleu clair. C'est là votre box qui est toute l'antenne est à l'intérieur de ce box. Placez le curseur, cliquez une seule fois ou bien placez le curseur, il faut juste avoir ce changement de couleur. Cliquez avec le bouton droit sur Assign Boundary, sur Radiation, cliquez sur la radiation. Ça va s'afficher ça, vous pouvez changer le nom. Laissez la radiation seulement, hein, Radiation Only. Appuyez sur OK. Et puis, pour avoir cette forme-là, vous n'allez pas trouver ça automatiquement, mais une fois que vous allez partir sur Boundaries, sur Rad, là vous allez voir on va dire, ces motifs-là, c'est-à-dire la région dans laquelle vous allez étudier le rayonnement de votre antenne. D'accord? Donc là, il faut juste un petit peu jouer avec ces boutons-là pour faire une rotation, de voir de tous les côtés votre antenne, etc. Bon, l'étape suivante, c'est l'étape de Setup.
Donc, allez ici, appuyez sur le bouton Add Solution Setup. Cette fenêtre va s'ouvrir. D'accord? Vous allez placer la fréquence d'utilisation. Laissez par défaut ces données-là et appuyez sur OK. Bien suivant. Par la suite, c'est le balayage de la fréquence. Ajoutez le bouton. Si vous tapez ici, ça va vous afficher Setup 1. Appuyez sur OK. Ça va s'ouvrir cette fenêtre-là. Ça va vous donner la fréquence minimale, la fréquence maximale et le pas. Bon, si vous voulez avoir plusieurs fréquences, il faut dire que plus le pas il est petit, c'est-à-dire plus le nombre de fréquences il est élevé, plus on va voir des courbes qui sont, on va dire, parlantes. C'est-à-dire, on ne va pas trouver des choses qui sont bizarres. Hein, d'accord? On n'a pas intérêt à choisir un nombre un pas faible. Autrement dit, ça va se répercuter d'une manière mauvaise sur les résultats. D'accord? Donc, si vous faites ce choix-là, n'oubliez pas de Save Fields or Frequencies. Et puis, vous faites Validate. Validation. Bon, là, si vous voyez toutes les couleurs sont vertes, ça veut dire que tout va bien. Si vous voyez que des choses qui sont rouges, il y a quelque chose qui cloche. Il faut mettre Close. D'accord? Par la suite, on va passer à l'analyse. D'accord? Analyse. Et puis, une fois que vous tapez, ça va vous afficher le setup. Là, vous avez la possibilité de changer le nombre de passes maximum. Analyser le setup. D'accord? Analyser le setup. Le sweep, le balayage. Ça va vous donner ça. Et vous allez voir les fréquences ici. C'est ça ce que je voulais vous montrer, les fréquences. C'est-à-dire ici, vous allez voir toutes les fréquences. Hein, les fréquences. Bon, on n'a pas intérêt à avoir un nombre de fréquences qui sont faibles. Plus le nombre de fréquences est élevé ici, ça veut dire que le pas il est faible, plus on va dire les courbes. Parce que finalement, le logiciel, lorsqu'on prend un certain nombre de points de fréquences faibles, ça veut dire, oui, il va faire juste de l'interpolation, il va lier point avec point, et on risque d'avoir des courbes qui ne représentent pas vraiment, on va dire, les vraies courbes. Donc, vous faites attention à ça. Donc, toujours, choisissez un pas très faible. Bon, c'est vrai que le choix d'un pas faible, il a un effet sur, on va dire, le temps, ça va consommer plus de temps, c'est normal. Mais mieux d'avoir des résultats, même si ça va nous consommer un petit peu de temps, enfin, c'est pas grave. On va passer maintenant aux résultats, hein, pour visualiser les résultats. Donc, je passe vers les results. J'appuie le bouton de la souris, bouton droit. Je clique. Create Model Solution Data Report. Le traçage en coordonnées cartésiennes. D'accord? Et j'appuie. Ça va me donner un certain nombre de paramètres, de caractéristiques des antennes. On va choisir les paramètres S. Il y a un seul paramètre ici, c'est le paramètre de réflexion. Je le trace en dB et je mets New Report. Et je passe à la courbe du coefficient de réflexion qui va nous signaler sur la fréquence de résonance. Elle est là. Bon, il se peut que les résultats, on ne les a pas trouvés correctement. Bon, on a fixé une fréquence de résonance 2.4. On ne l'a pas trouvé ici.
on a trouvé une autre fréquence. Donc, la question qu'on peut poser, c'est, il y a notre antenne qui est non adaptée, d'accord? Et donc, je crois que c'est normal parce qu'on a placé directement l'élément rayonnant avec la ligne d'alimentation. L'antenne, généralement, l'élément rayonnant généralement a une impédance d'entrée très très grande par rapport à celle de la ligne. Donc, il faut forcément penser à utiliser les techniques d'adaptation. Et je crois que la technique la plus utilisée dans le cas d'une antenne simple patch rectangulaire, c'est la technique de ligne cardante. D'accord? Mais nous, ne s'intéresse pas vraiment aux fiabilités des résultats, mais nous, notre but, c'est de s'intéresser aux résultats. On va dire comment manipuler le logiciel, mais pour s'assurer, pour trouver les bons résultats, normalement, il y a quelque chose ici qui ne marche pas. D'accord? Donc, il faut aller vers la première chose, il faut augmenter le nombre de points de fréquence. Et pour augmenter, il faut diminuer le pas de fréquence. Déjà, je travaille de 1 jusqu'à 5. Donc, il y a 1 giga, 5 giga. La plage n'est pas aussi importante. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit augmenter le nombre de fréquences, c'est-à-dire réduire le pas. Parce que ça nous paraît bizarre, parce qu'on a trouvé une fréquence ici. Donc, c'est ça une résonance. Sachant que la communauté des chercheurs qui travaillent sur les antennes, ils ont fixé un seuil. Lorsque le S11 il dépasse moins 10 dB, ils déclarent que la fréquence correspond à ce niveau et la fréquence de résonance. Bon, malheureusement, on n'a pas trouvé de résonance ici. D'autant plus que c'est une forme qui nous paraît un petit peu bizarre. Donc là, première chose, il faut jouer sur le nombre de points. Deuxième chose, il faut jouer sur l'adaptation pour pouvoir déplacer la fréquence vers sa position logique qui est le 2.4. D'accord? Donc c'est là où on doit avoir un niveau qui dépasse les moins 10 et non pas ici. Bon, parfois on peut trouver. Parfois, on fait la conception sur une fréquence particulière et on trouve d'autres fréquences. C'est bien. Hein. C'est comme on a récupéré des nouvelles fréquences, c'est-à-dire des nouvelles applications. Donc, maintenant, on peut jouer sur le nombre de points, aller vers radiation, insert far field setup, un fade sphere, et je peux jouer sur le pan. D'accord? Mais non, mais bon, on va aller directement vers les autres caractéristiques. D'accord? Par exemple, le gain, aller vers create Far Field Report, 3D Polar Plot, et vous allez trouver d'autres paramètres tels que le gain, la directivité, etc. en échelle des décibels. Mettez New Report et vous allez tracer, voilà, votre gain en échelle décibels, la valeur en dB. Et les couleurs signalent en quelque sorte le niveau du gain. La couleur rouge est de la couleur rouge, c'est le niveau le plus élevé, et je baisse, et je baisse, et je baisse jusqu'à le niveau le plus faible. D'accord? Bon, n'empêche qu'on peut également présenter d'autres caractéristiques. Bon, vous allez, c'est votre première utilisation du logiciel. Vous pouvez quand même changer de fréquence, changer de paramètres, changer d'application et trouver des améliorations et trouver d'autres paramètres, d'autres caractéristiques qui peuvent vous intéresser. Merci. Et on va passer par la suite vers une simulation de cette antenne avec les mêmes paramètres, avec les mêmes dimensions. On ne va rien changer. D'accord? À tout à l'heure. Bonjour. On va lancer maintenant notre simulation. Cliquez 2 fois sur le logiciel. OK. Donc, c'est ça, on va dire là, ce qu'on voit. Donc, par défaut, c'est Project 3 parce qu'il y a déjà deux projets qui ont été enregistrés. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est essayer de
un petit peu de lancer et de vider cet espace-là pour qu'on puisse placer les éléments. C'est l'espace que nous avons appelé, si je ne me trompe pas, modelaire 3D. D'accord? Donc, la première chose, appuyez sur le bouton. Si vous ne l'avez pas ici, allez vers Project, Insert HFSS Design, et voilà. Tout ce que vous allez tracer ici, en termes d'éléments rayonnants, en termes de plan de masse, de substrat, des lignes d'alimentation, de l'espace de rayonnement, vous allez les faire tous par rapport à ce repère OX, Y, Z, d'accord, en termes de position et en termes de dimension. Et surtout les positions. Les dimensions sont fixes. D'accord? Donc la deuxième chose à faire, c'est le choix de la solution. Nous avons dit qu'il y a 3 types de solutions. Notre choix va se porter sur Driven Model, vu qu'on a justifié pourquoi. Donc, pour choisir la solution, allez vers HFSS, Solution Type. Par défaut, c'est Driven Model. Appuyez sur OK. La troisième chose, maintenant, ce sont les unités. Dans la présentation précédente, nous avons dit que toutes les dimensions sont en millimètres. Donc, notre unité sera le millimètre. Donc, comment le choisir? Allez vers Modelaire. D'accord? Cherchez Units. Par défaut, c'est millimètres. Si vous voulez changer, si vous travaillez avec d'autres composants, avec des dimensions, on va dire, très grandes, changez millimètre par centimètre ou bien un peu moins. D'accord? Vous avez tout ça ici. D'accord? Vous avez toutes les, etc. Donc, j'appuie sur OK. Maintenant, on va commencer notre premier élément, c'est le substrat. Bon, le substrat, il a une forme volumique. Donc, Draw Box, je clique ici et j'élargis de ce côté-là et de ce côté-là pour avoir une structure 3D, volumique. Maintenant, comme j'ai expliqué, allez cliquer 2 fois sur le box 1, changez le nom box 1 par substrate, c'est le substrat. Le vacuum, le milieu, faites Edit. Changez, allez vers Epoxy et faire celui-là. FR4 Epoxy, c'est une permittivité de 4,4. Appuie sur OK. Bon, qu'est-ce qu'il reste? Les couleurs. Placez ici. Cherchez une. Enfin, par défaut, on choisit cette couleur. OK. On peut jouer sur la transparence, soit d'un milieu qui est opaque vers un milieu transparent. Voilà. OK. Voilà, donc la première phase du substrat, c'est le nom et définir sa matière. Et je clique sur le plus pour avoir Create Box. J'appuie 2 fois et je change les positions. D'accord? Position par rapport à ce que j'ai présenté au début de la séance précédente, de la vidéo précédente. Donc je prends moins 30, moins 30 et moins 1,5. Donc ce sont les positions. Maintenant les dimensions ils sont connues. 60 longueur ou largeur, 60 également largeur ou longueur, et la hauteur, je crois que c'est
1,5 mm. Voilà, position par rapport au repère et les coordonnées de... Bon, là, vous voyez que c'est très très immense, c'est très très grand. Allez, cliquez un petit peu, enfin pas cliquer, mais glissez un petit peu la pointe de la souris. Voilà. Voilà, donc c'est le premier élément, c'est le substrat. Maintenant, le deuxième élément, c'est le plan de masse. Toujours, on va choisir cette forme Drawbox. Voilà. Vous pouvez la placer ici et une fois que vous donnez les bonnes valeurs, ça va se retrouver ici par la suite. Donc, je clique sur le box 1, je change le nom par... Vous pouvez donner ce que vous voulez, et juste pour avoir, un sens. Okay. Ground plane. Le vacuum, on va choisir le copper, c'est une matière. Voilà. OK. L'edit, on va choisir une couleur, on va dire un petit peu sombre. OK. Pour y a un problème, on va voir d'où vient ce problème-là. Pas encore, on n'a pas encore touché. Edit. On va choisir ça. Ça, c'est déjà utilisé. Voilà. Voilà, n'oubliez pas d'enregistrer. Par défaut, j'ai enregistré. Je vais essayer de fermer et d'ouvrir pour voir ce problème. Est-ce qu'il y a un conflit quelque part? Voilà. Maintenant, Create Box. Je place les bonnes valeurs de la position, donc moins 30, moins 30, moins 1,55. La taille, c'est toujours 60. La même chose, sauf que la différence est en termes de l'épaisseur, bien la hauteur. Ça, c'est 0,05. Voilà. Donc voilà, on peut voir un petit peu le bas. D'accord, j'ai les deux. Bon, je crois qu'on doit changer un petit peu cette couleur-là. Cette couleur-là, edit. Voilà, jaune. Bon, on passe maintenant à la création de patch. Troisième élément, c'est toujours la même forme. Je peux le placer ici. Je vais changer le nom. Je vais l'appeler patch. Le vacuum, je vais essayer de changer un petit peu par le copper.
Voilà. Edit. Je laisse ça par défaut. D'accord, donc c'est le nom. Maintenant, je passe aux dimensions géométriques. Donc pour cela, je clique 2 fois sur Create Box et je change ça. Moins 14,75 moins 19. Tout ça, c'est clair sur les premières slides de la présentation vidéo précédente. Ici, c'est 29,5. Ici, c'est 38. Et ici, c'est 0,005. Alors, donc, j'enregistre. Il y a toujours ce problème-là. Je ferme et j'ouvre. Donc, le patch matériel. J'essaie de vérifier juste matériel. Je devrais écrire système libraire. Faites attention. OK. OK. Voilà. 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 Ça se voit clairement. Le plan de masse il est en bas. Ça, c'est le substrat. Et ça, c'est le patch. Voilà, 3 éléments que nous avons tracés. Passons maintenant à créer l'alimentation. C'est toujours la même forme. Je répète. Voilà, une forme quelconque. Et puis, je clique sur le box. Je change le nom par feed. Je vais rien donner comme matière parce que je vais fusionner la ligne avec le patch. Voilà, OK. Aller vers le Create Box. Donner les valeurs exactes. Moins 30. Moins 1. Et puis 0. Et là, 19. 2. Et puis 0,05. OK. Voilà. C'est un petit peu dépasse les limites, mais parce qu'on va fusionner. Donc c'est pas grave. Mieux de choisir une taille qui dépasse que de travailler avec une taille un peu moins. D'accord? Donc voilà. Là, donc, j'ai dit que la ligne d'alimentation, ça dépasse un petit peu les limites, mais puisque on va la fusionner avec cet élément qui est le patch, oui, qui est l'élément rayonnant, donc on n'aura pas de problème. Mieux que d'avoir une ligne qui dépasse que d'avoir une ligne qui n'arrive pas à, qui n'a pas de liaison. On risque d'avoir un problème au niveau du contact entre la ligne et l'élément. Autre chose qu'on a oublié de faire, on n'a pas en quelque sorte déclaré la nature de la matière. Ici, on a dit que c'est le copper, c'est le cuivre. Là, on n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'on va fusionner les deux, ce que nous avons présenté dans la présentation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va fusionner. J'applique sur le patch. Je mets CTRL
feed. D'accord? Donc, ils sont les deux maintenant sélectionnés. Soit que je pars vers unit, voilà. Si je ne l'ai pas ici, je vais partir vers modeler, boolean, unit. Voilà. Maintenant, cette ligne, c'est une ligne de cuivre, de copper. D'accord? Ils sont unifiés. En termes de matière, c'est la même matière. Passons maintenant au port d'excitation. Au port d'excitation, donc on doit quand même avoir cette vue-là. Cette vue-là. Donc là, on doit mettre la ligne d'excitation ici, le port d'excitation ici. Entre cette ligne et cette ligne, mais uniquement dans cet espace. D'accord? Donc pour cela, on va changer le plan, le YZ, et nous allons choisir cette fois-ci un rectangle. Voilà. C'est tout simplement un rectangle, mais de dimension inconnue. On doit donner les dimensions. Donc je clique, voilà le rectangle, 2 fois. Je donne la position de cette antenne. Donc c'est moins de cette, plutôt de ce port d'excitation. Moins 1. Moins 1. Point 55. L'axe, c'est 2, Y. Et par rapport à Z, c'est 1.6. Et j'appuie sur OK. Voilà, un petit peu, voilà. Voilà. Échappe pour enlever ça. Donc je mets le curseur ici. Et je mets le bouton droit. Assign Excitation. Length port. Là, je laisse la résistance. C'est une impédance qui n'a pas de partie imaginaire, donc je mets suivant. Ici, je la déclare comme une nouvelle ligne. D'accord? Et là, faites attention. Faites ici la pointe et vous la glissez. Defined. D'accord? Defined. Defined. Suivant. Bon, il faut quand même essayer de j'essaie d'élargir un petit peu ça. Voilà, c'est mieux d'élargir ça si j'ai des problèmes. Je mets échappe. Je clique bouton droit. Excitation. Length port. Bon, je ne change rien. Suivant. New line. Voilà. Voilà. Suivant. Terminé. Voilà. Là, j'essaie de réduire un petit peu la taille. Je vais partir vers ici.
je cherche HFS Design, je clique, je cherche excitation, je cherche le 1, et voilà la région où la source sera reliée. Maintenant, reste une chose, c'est le box dans lequel on va placer cette antenne. Voilà, je réduis un petit peu. Donc, je vais choisir toujours une forme volumique, quelle que soit sa forme. Je vais cliquer sur le box. Je vais l'appeler, pour qu'elle ait de sens rad, boundary. D'accord? Le milieu, c'est l'air par défaut, parce que le rayonnement se fait dans l'air. Donc je cherche air, voilà. Je mets une couleur jaune. Je mets l'éclairage, la transparence. Voilà, la couleur, la nouvelle couleur. Reste maintenant les données, les dimensions. Allez vers Create Box et les dimensions sont largement grandes par rapport aux dimensions de l'antenne. C'est normal. Moins 60, moins 60, moins 60. Et je prends le double de la taille de l'antenne. 120. Et je mets OK. Et voilà. Voilà le box dans lequel se trouve notre antenne. C'est là où on va étudier le rayonnement. Je clique maintenant, je place la souris ici. Je mets le bouton droit. Je cherche Assign Boundary. Je cherche Radiation. Par défaut, je laisse les choses comme ça, Radiation Only. Je mets OK. Je passe maintenant à Boundaries, à Rad, et voilà l'espace dans lequel nous allons étudier le rayonnement de l'antenne. Maintenant, passons à la table de Setup. Je fixe la fréquence 2.4. OK. Je passe maintenant à le balayage en fréquence. Je mets OK. Je garde le balayage. Je mets un balayage discret. Le type de pas, c'est linéaire. Et là, je passe de 1 jusqu'à 5 par pas de 0 à 1. Là, vous pouvez changer. Choisissez un pas très faible. D'accord? Et je mets OK. D'accord? Je mets maintenant Validate. Dieu merci, tout va bien. Il n'y a rien ici. Il n'y a pas de couleur rouge. Je mets Close. Et puis je passe à l'analyse. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. D'accord?
Donc je vais m'arrêter à ce niveau-là et je vais par la suite vous présenter la fin de, on va dire, de ce résultat, de cette exécution qui va demander beaucoup de temps. Ça va nous consommer de temps gratuitement. Donc ça, c'est ce que vous allez trouver vous-même. Tout dépend de votre machine, parce qu'il y a vraiment un calcul qui n'est pas du tout simple. Il y a une résolution des équations différentielles, il y a un maillage, il y a tout ça, c'est quelque chose qui demande, qui consomme beaucoup. Donc, il vaut mieux avoir un ordinateur de bonne qualité pour ne pas quand même rester bloqué dans cette phase d'exécution. À tout à l'heure. Passons maintenant, après avoir terminé cette étape, je place sur l'analyse, Setup 1, Sweep. Je peux voir un petit peu toutes les fréquences, les voilà. D'accord, vous avez toutes les fréquences, il n'y a pas beaucoup de fréquences. Donc c'est sûr qu'on aura, on va dire, un résultat, on va dire, on va le qualifier de médiocre. OK. On va passer vers les résultats. Bouton droit, Create Solution Rectangle plat, rectangulaire plot. Je cherche les paramètres S. Voilà, degré, je mets New Report. Et je mets Close. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc voilà, vous avez... Tout d'abord, ça, c'est pas une fréquence de résonance, parce que le niveau, il est, on va dire, il est inférieur à une norme. Donc la norme fait que... Il n'y a pas de norme, mais on va dire la communauté des chercheurs se mettent d'accord sur un certain niveau. Alors, pour déclarer ce pic comme étant un pic correspondant à une fréquence de résonance, il faut qu'il dépasse moins 10 dB. D'accord? Donc il y a un problème, c'est que probablement le nombre de points il est insuffisant. Il se fait que ici il y a un point, il n'a pas tenu compte, donc il faut réduire, on va dire, le pas. Et deuxième raison, pourquoi on n'a pas trouvé de fréquence de résonance dans la bonne fréquence, on n'a pas trouvé dans la bonne position, tout simplement parce que, on va dire, notre antenne n'est pas du tout adaptée. D'accord? Si vous prenez, vous mesurez l'impédance d'entrée de cet élément avec les formules que nous avons vues dans le cours, si vous calculez l'impédance d'entrée, vous allez la comparer avec celle de l'alimentation qui est 50 ans, vous allez trouver un grand décalage. Donc, forcément, il faut penser à utiliser une technique d'adaptation, hein, qui est la ligne cardante. Et cette technique, il faut quand même lire sur cette technique, parce qu'on n'est pas du tout difficile. C'est la technique la plus simple, je crois, par rapport aux autres techniques. Donc là, le problème, il est là. La fréquence, elle a été déplacée. Et il y a des variations qui sont, on va dire, brusques, hein. Normalement, il n'y a pas d'écho qui sont lisses. Mais bon, je crois que la raison principale, c'est le nombre de points qui est faible, le nombre de fréquences qui est faible. Maintenant, allons faire HFSS. Si on veut changer, ou bien allons vers les résultats. Voilà, cliquez bouton droit, Create Phare. Attends, vers le résultat. Bon, je vais partir tout d'abord vers Radiation. Hein, la première chose, c'est HFSS. Voilà, Radiation. Aller vers Insert Far Field, d'accord, pour travailler en champ lointain. D'accord. Et là, je peux changer le pas en utilisant 1. D'accord. Et puis, je passe vers le résultat.
aller vers Create Far Field Report, trois dimensions pour la porte, si on veut tracer le gain. Et je choisis par exemple le gain et le gain total. Et je cherche en décibels. Voilà. Je mets New Report. Je ferme. Et voilà le gain 3D. Donc là, je peux jouer sur ça. D'accord? Donc voilà, vous avez les deux. Bon, on s'intéresse plutôt à ça. Vous pouvez, on va dire, cliquer et copier ça. D'accord? Copie et placer dans notre document. D'accord? Donc voilà les couleurs, voilà les niveaux de couleurs. D'accord? Ce sont des niveaux de couleurs. Et là, vous pouvez faire autre chose, c'est-à-dire tracer uniquement dans des plans de D. Donc il y a beaucoup de choses. Tracer les champs, le champ électrique, le champ magnétique H. Également, vous avez la possibilité de chercher beaucoup de caractéristiques à les tracer. Donc on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc j'attends vos commentaires, vos remarques pour améliorer ce TP. Mais bon, il y a sur Internet, vous pouvez télécharger, on va dire, des trucs de TP, non pas pour des formes rectangulaires, mais il faut quand même aller changer, prenez le défi et choisissez des formes circulaires. D'accord? Et pourquoi pas travailler avec des antennes réseau, hein, qui sont alimentées avec des, on va dire, des lignes en T, etc. D'accord? Bon, bon courage et rendez-vous à la prochaine vidéo.